Merci pour ces mots flatteurs. Hein? Je dois être flatté une fois par jour. Hein. Donc j'ai préparé un texte sur le thème de l'Europe dans un monde dangereux. Je vais le lire, mais ce ne sera pas si ennuyant que vous le craigniez. En tout cas, ça donne l'avantage de toucher à pas mal de sujets, sinon on a tendance à s'arrêter à un sujet qu'on aime bien. Mais donc, par après, je suis tout à fait ouvert, non seulement à répondre aux questions, mais à avoir un échange, disons, avec vous. L'état du monde. L'état du monde, the state of the union, the state of the world, est perçu par beaucoup comme dangereux, voire chaotique. Quand on parle avec des gens, je parle toujours avec beaucoup de gens, ce sont les mots qui retournent à chaque moment. Aujourd'hui, l'Union européenne est souvent décrite comme impuissante, sans direction et d'une certaine manière un continent qui ne compte plus ou pas suffisamment dans le monde. Mais est-ce le cas? Je vais essayer de répondre à ces remarques et à ces reproches. En tout cas, on assiste à une sorte de retour, j'y reviendrai, à des temps qu'on croyait révolus. Tout d'abord, le premier retour, c'est le retour du tragique dans l'histoire. J'ai lu il y a 40 ans un livre remarquable de Jean-Marie Domnac, et le titre était « Le retour du tragique ». Eh bien, les circonstances ont changé, bien sûr, mais il y a ce retour aujourd'hui. Le tragique, c'est un mélange de catastrophe et de fatalité. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, le climat est l'œuvre d'hommes, le changement climatique, que pour la plupart des gens, c'est ressenti comme une fatalité. Ce n'est pas parce que c'est humain que ce n'est pas ressenti d'une façon externe, quelque chose qui nous arrive. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, ils sont pour beaucoup avec ce sentiment du retour du tragique, et certainement la durée des guerres. La guerre dans les Balkans occidentaux, souvenez-vous, s'est achevée en 1995 et s'est également déroulée aux portes de l'Union européenne. Mais l'attaque directe d'une puissance militaire comme la Russie contre un autre pays qui entretenait et qui entretient des liens étroits avec l'Union européenne rend ce conflit en Ukraine tout à fait différent de celui qui s'est déroulé dans les Balkans occidentaux. On compare souvent, à mon avis, il n'y a pas de comparaison. La brutalité de l'action contre les civils a provoqué un choc moral en Europe occidentale. La mort de dizaines de milliers de femmes et d'enfants à Gaza a également laissé une profonde impression éthique sur nos propres citoyens, en dehors de tout raisonnement politique. 70 ans de paix, 70 ans de paix, 70 ans d'État-providence, 70 ans de société de consommation au sein de l'Union nous ont éloignés de ces images je viens de décrire, les images de Gaza et des images de l'Ukraine de l'Est et de Kiev. Le retour de la guerre, la politique de puissance, le nationalisme nostalgique, les tentatives de néocolonialisme, parce que ça c'est le cas en Ukraine, les violations du droit international ou la loi de la guerre, des dirigeants politiques qui sont en fait des criminels de guerre, nous confrontent à une réalité oubliée. On ne pensait pas qu'on allait revivre une telle période. Mais aussi à l'intérieur des pays occidentaux, on assiste à un retour de la brutalité verbale, de menaces, de l'agressivité, du mensonge, de la haine, de l'intolérance,
qui est d'autant plus frappant qu'il y a peu de temps encore. Il y a une sorte de culte des Lumières aujourd'hui avec la soi-disant rationalité et son ouverture. C'est l'inverse qui se produit. Ce n'est pas le rationnel qui domine le monde. C'est plus que l'irrationnel. C'est la brutalité et l'agression. Il s'agit là aussi d'un réveil douloureux. Il s'agit d'un changement de valeur, bien plus qu'un changement de comportement. Si ce n'était que le comportement, c'est beaucoup plus profond. En résumé, et je sais que ce que je dirai, c'est une caricature, il s'agit de la primauté du moi, du ego. Les Anglais diront du I. Il s'agit de cette primauté-là et de la percée finale de l'individualisation. Et quelle est cette percée? Je fais et je dis ce que je veux. Et l'exemple le plus éclatant, c'est ce qui se passe sur pas mal de médias sociaux. Au lieu de réfléchir, nous attachons désormais de l'importance au réflexe. Bien sûr, c'est un jeu de mots entre réflexion et réflexe, mais c'est plus qu'un jeu de mots. L'individualisation conduit également à la fragmentation politique et à la volatilité électorale. En conséquence, les grands pays de l'Union deviennent plus instables, voire chaotiques dans leur politique intérieure. Bien sûr, je réfère à l'Allemagne et à la France. Là encore, le contraste est saisissant avec un passé récent. Si la démocratie est synonyme de conversation, democracy is conversation. Si démocratie égale conversation, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise du fonctionnement de cette démocratie. Je parlais du retour du tragique dans l'histoire. Cette crise accompagne le retour de la primauté de la politique et notamment de la politique de puissance. L'Union européenne s'est construite sur la rationalité économique, en fait la primauté économique. La libre circulation des personnes et des biens, des services, des capitaux apporterait la paix et la prospérité. À l'échelle mondiale, le libre-échange et l'Organisation mondiale du commerce apporteraient également la stabilité et la prospérité. Et il en a été ainsi pendant longtemps. Cette primauté de l'économie a créé ces 70 ans de paix. La protection des citoyens par les gouvernements s'appliquait principalement à la sphère socio-économique, bien sûr avec la sécurité sociale à la pointe. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace que cela puisse également se produire dans d'autres pays européens, déjà membres de l'Union européenne et de l'OTAN, cette notion de protection s'est étendue au domaine militaire. La sécurité devient une priorité absolue, même si cette prise de conscience ne s'est pas encore traduite par des actions dans toutes leurs conséquences. Quand je parle donc de la primauté de la politique, c'est en fait la primauté de la sécurité. L'Union européenne en tant que telle n'est pas compétente dans le domaine de la défense. Il faut bien savoir. C'est aussi, entre autres, grâce à nos amis britanniques. Pour eux, c'est l'OTAN, quand on parle du militaire. Ce n'est pas l'Union européenne. Mais dans le traité de Lisbonne, il n'y a pratiquement rien de prévu dans le domaine de la défense, comme compétence de l'Union. De plus, les 27 pays ne sont pas tous membres de l'OTAN. Maintenant, certains ont rejoint l'OTAN. Comme vous savez, la Finlande et la Suède. Il y a encore quelques-uns qui ne sont pas membres. L'Autriche, l'Irlande, et est-ce que c'est Chypre ou Malte? Enfin, n'importe, il n'y en a plus que 3. Depuis février 2022, nous avons progressé
c'est l'invasion russe. Nous avons progressé vers plus de coopération entre les armées et les industries d'armement. On a fait plus de progrès dans l'achat collectif d'armes et de munitions, le soutien à l'Ukraine, qui est massif, l'augmentation des dépenses de défense et d'autres encore. Mais la route est encore longue. Le test le plus difficile est encore à venir avec la nouvelle présidence de M. Trump. L'Union européenne et ses États membres peuvent-ils et veulent-ils soutenir l'Ukraine de manière adéquate si les États-Unis sont moins engagés? Point d'interrogation. Habituellement, l'Union européenne réagit mieux en temps de crise, mais est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui, alors que la France et l'Allemagne sont plus instables politiquement sur le plan interne? Une autre réflexion sur la primauté de la politique sur l'économie. Il y a 30 ans, on pouvait encore dire que les élections portaient sur l'économie, surtout les élections américaines, mais aussi en Europe. It's the economy stupid. C'est l'économie idiot, c'est la fameuse réplique du candidat à la présidence Bill Clinton par rapport à au président sortant, en fait, le père Bush. C'est l'économie idiot. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas uniquement l'économie qui détermine les résultats électoraux. Trump a gagné, bien sûr, mais pas grâce à l'économie. Pourquoi? L'économie américaine a connu récemment encore une très forte croissance. L'économie américaine semble avoir tout pour elle, un secteur technologique énorme et en pleine expansion, une croissance rapide de la productivité, le double de l'Union européenne, une énergie bon marché, un tiers, un quart du coût de l'énergie en Europe, et une politique budgétaire expansionniste sans sanction. Leur déficit budgétaire est de 6%, il dépasse celui de la Belgique. Il n'est pas celui de la France, mais il n'y a aucune sanction. Si les États-Unis voulaient devenir membres de la zone euro, on devait les refuser. Le déficit est le double aujourd'hui de la moyenne des pays de la zone euro. Trump hérite donc une économie forte. It's the economy stupid, ça ne vaut pas, ça ne vaut plus. Et pourtant, il donne une image de l'économie américaine comme si elle était menacée, si elle était en danger. Alors, c'est quoi alors les sources de succès du populisme, et tout en particulier du populisme trumpien? Mais ça peut être la répartition des résultats de cette croissance du produit intérieur brut américain qui est particulièrement inégale, qui est encore exacerbée par l'inflation. C'est aussi le retour du social, d'une façon ou d'une autre. En plus, et alors je crois que c'est une raison sous-jacente de tout ce qui se passe, en plus un profond malaise sociétal se manifeste électoralement aussi par une forte dégradation, ce qu'on appelle la santé mentale, the mental health, sous forme d'addiction de tout genre, de suicide, de burn-out, de dépression, d'obésité, et les jeunes y sont plus exposés que les personnes âgées. Il n'y a toujours pas de bonne explication en général de la crise de société. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces éléments que je viens de décrire, ces maladies de civilisation? Pourquoi est-ce qu'on les a? J'y reviendrai, mais une explication adéquate et satisfaisante, je n'en ai pas et je ne suis pas le seul. En tout cas, ce n'est pas un phénomène uniquement européen et américain. 61% de la population mondiale éprouve un sentiment d'injustice modéré ou élevé, défini par la conviction que le gouvernement et les entreprises leur rendent la vie plus difficile et servent des intérêts étroits, et que les riches profitent injustement du système. Pratiquement 2 tiers
de la population mondiale. C'est une enquête qu'on peut considérer comme sérieuse, qui a donné ce résultat. L'individualisation et l'isolement renforcent la méfiance à l'égard des autres. L'élément le plus rare dans la société actuelle est la confiance. La confiance dans les autres, confiance dans les institutions d'autorité, confiance dans la vérité, confiance dans les entreprises. Sans confiance, rien n'est possible, et rien ne se fait, et rien ne reste, aussi entre personnes. La confiance est un élément crucial. Comment la restaurer? Ce n'est pas seulement une question de politique. Même avec une migration zéro et une inflation zéro, le malaise sociétal ne disparaîtra pas. Donc les causes du populisme ne sont pas uniquement des causes qu'on mentionne souvent, comme c'est la migration, c'est le pouvoir d'achat, ou d'antan c'était le chômage. On n'a pas encore une bonne analyse de cette crise de société, de civilisation qu'on est en train de vivre. La primauté du politique revient également si une guerre commerciale éclaterait. Les restrictions commerciales sont alors une décision purement politique plutôt que dictée par des analyses économiques rationnelles. Nous assistons à la montée du capitalisme national et à l'intervention, en même temps, de l'État pour protéger cette économie nationale. Donc on a capitalisme et intervention étatique en même temps. Parce que si on augmente des tarifs commerciaux, eh bien, c'est quoi? C'est une décision politique, c'est une décision de l'État. Et donc il y a ce mixte invraisemblable qu'on ne connaissait pas entre le capitalisme, alors le capitalisme national, et l'intervention de l'État pour protéger cette économie nationale. C'est un paradoxe. La rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine en est le moteur, dit-on. L'Union européenne, alors, suivra-t-elle aveuglement les États-Unis lorsqu'il s'agit de la Chine? Ou bien l'Union européenne sera-t-elle elle-même victime d'une guerre tarifaire? Ce qui était déjà le cas en 2016-2017 lors du premier mandat du président Trump. Sommes-nous prêts à défendre l'intérêt européen, comme les Américains défendent l'intérêt américain? L'Union européenne risque également d'être coincée économiquement entre la Chine et les États-Unis. Combien de temps pouvons-nous maintenir notre réduction des risques vis-à-vis de la Chine, ce qu'on appelle le de-risking en anglais, sans s'engager sur la voie du decoupling, de découplage avec les États-Unis? On a une position spécifique quant à la Chine. Les Américains sont en guerre commerciale, en guerre économique, mais combien de temps faut-il pour que nous autres, nous passions aussi à l'étape suivante? L'Occident, mesdames et messieurs, l'Occident est revenu en tant que projet politique sous le président Biden. Mais que restera-t-il de l'Occident dans les 4 prochaines années? De part et d'autre de l'Atlantique, défendons-nous, c'est une question, toujours les mêmes valeurs en matière de démocratie et de droits de chaque être humain, indépendamment de son sexe, de son orientation, de sa couleur de peau, etc. Est-ce que nous défendons toujours les mêmes valeurs? Parce que ça, c'était l'Occident, qu'on avait une convergence quant à la défense et la promotion de certaines valeurs qu'on appelait des valeurs de l'Occident. Pas à juste titre, mais c'était le nom qu'on donnait. Pour nous, le concept d'autonomie stratégique, parce que ça c'est un concept qui est nouveau en Union européenne, pour nous le concept d'autonomie stratégique ne signifie pas que nous sommes isolationnistes ou que nous voulons une indépendance totale dans tous les domaines, autosuffisance. Il signifie que nous ne voulons pas être trop dépendants d'autres acteurs mondiaux
dans les activités et les domaines susceptibles de menacer notre sécurité économique et militaire. L'Union européenne ne veut pas échapper à la mondialisation. On ne rejette pas la mondialisation du tout. La preuve en est le récent accord de libre-échange avec l'Union européenne, avec les pays, ce qu'on appelle les pays du Mercosur, le Brésil et l'Argentine. C'est le plus grand accord commercial qu'on a jamais négocié. Donc ça prouve que nous ne nous retirons pas de l'économie mondiale, de la mondialisation. Au contraire, on s'engage là-dedans. D'autres ont choisi une autre voie. Je me souviens du temps du président Obama, qui était président américain pendant que moi j'étais président du Conseil européen. On était en train de négocier avec les Américains un partenariat transatlantique pour le commerce et les investissements. On était en train de négocier. Ça ne faisait pas l'unanimité au sein de l'Europe. Ça, c'est autre chose, mais il y a toujours un débat. C'est même une bonne chose. Mais parler maintenant de ce traité, le TTIP, comme on disait, c'est impensable. En fait, même le président Biden n'a rien changé sur le plan des mesures qui ont été prises. En fait, il n'a rien changé par rapport à la Chine. Il n'a même pas changé certains tarifs imposés par Trump à l'Union européenne. Donc tout cela semble loin, non pas à cause du temps, mais à cause de l'évolution des idées. Il y a quelques années, je pensais également que la puissance économique était la base de la puissance politique, dans cette tradition, disons, européenne. En fait, si la Chine est aujourd'hui une puissance mondiale, c'est parce qu'elle est la première économie du monde en parité de pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, je dois revoir ce point de vue qu'une puissance économique provoque une puissance politique. La puissance économique sans puissance militaire est une illusion. C'est la force des États-Unis en particulier de posséder les deux, même s'ils ont perdu plusieurs guerres militaires ou politiques au cours des 60 dernières années. Souvenez-vous de Vietnam, souvenez-vous de l'Afghanistan, et même on ne doit pas être fier de ce qui s'est passé en Irak, parce que le Moyen-Orient, depuis lors, est tout à fait déstabilisé. Même si on a une puissance militaire comme les Américains, ils ne sont pas en mesure de gagner des guerres. La Russie n'a aucune puissance économique et l'Union européenne n'est qu'une grande économie. L'Union européenne doit, je m'excuse pour ce terme, doit s'armer, non pas pour être grande, great, mais pour défendre ses valeurs et ses intérêts. C'est si simple que ça. Or, ses valeurs et ses intérêts sont menacés. La guerre froide n'a pas débouché sur une véritable guerre. Il faut bien s'en souvenir. On négociait avec l'Union soviétique des programmes de réduction d'armes. Voyez-vous aujourd'hui négocier avec Poutine une réduction du niveau des armes stratégiques nucléaires et à court terme, voire des négociations sur des missiles à portée moyenne. Donc le monde a changé. La guerre froide s'est terminée, mais aussi la situation aujourd'hui est plus dangereuse. La grande erreur des Européens de l'Ouest est de penser que seule l'Europe centrale et orientale est menacée. Demandez aux Finlandais, aux Suédois s'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Maintenant, bien sûr, les Danois ont aussi peur. Ça, c'est nouveau. Ah, oui. L'Union doit devenir une union de défense beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent encore aujourd'hui. Le pragmatisme et le gradualisme, Dieu sait qu'on est partisans, sont également nécessaires, mais pas trop. Pas trop de pragmatisme et de gradualisme. Un sentiment d'urgence est davantage nécessaire.
Mesdames et messieurs, je parlais du retour du tragique, du retour de la politique et de la sécurité comme thème. Mais il n'est pas surprenant que nous assistions à un retour du nationalisme dans le monde entier. L'Union européenne a été créée précisément pour se protéger contre le nationalisme qui avait fait tant de ravages dans la première moitié frénétique, pour ne pas dire folle, du XXe siècle. Aujourd'hui, presque personne dans l'Union ne veut quitter l'Union, surtout maintenant que les conséquences politiques et économiques du Brexit sont devenues évidentes. Toutes les pronostics, toutes les prédictions à ce sujet, le Brexit, se sont révélées exactes. Tout a été prévu, tout a été dit, et les faits le prouvent. Je vous donne simplement un chiffre. L'indice mesurant le niveau de vie a baissé de 6 points au Royaume-Uni entre 2016, le moment du référendum, et 2023, et a augmenté de 6% en Belgique. Bien sûr, le Belge ne s'en rend pas compte. S'il dit ton pouvoir d'achat s'est augmenté avec 6% depuis quelques années, on ne vous croit pas. Mais je le cite dans ce milieu quand même, parce que la vérité a certains droits quand même. Pas de sortie, pas d'exit ne signifie pas qu'il n'y a plus de nationalisme au sein de l'Union européenne. Une anecdote, je me souviens par exemple que la présidence hongroise du Conseil en 2011, j'étais en fonction toujours, que la présidence hongroise avait posé sur le sol de la salle de presse une carte d'une Hongrie qui était alors 3 fois plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en dire plus à ce sujet. Le nationalisme nostalgique est dangereux parce que est dangereux partout, surtout lorsqu'il est associé à un sentiment de supériorité, comme c'est le cas depuis des siècles en Russie, malheureusement pas seulement en Russie. Le retour de ces sentiments nationalistes remplace la disparition ou la faillite d'idéologies ou d'empires perdus. L'islamisme est plein de ces soi-disant humiliations que l'histoire a infligées au monde arabe jusqu'aujourd'hui. La vengeance ou le ressentiment sont des sentiments particulièrement dangereux. Ils proviennent souvent d'un passé où les temps dorés, de Golden Age, de Gouden Tijd, qui n'ont jamais existé. On fait référence à des périodes en fait qui n'ont pas existé. Oui, ils ont existé pour une partie de la population, mais pas pour les citoyens. Ces périodes des périodes d'or, un siècle d'or, ils n'ont existé dans certains pays que pour une partie très restreinte de la population. Et je me pose la question, le Russe ordinaire sera-t-il plus heureux? Le mot heureux était choisi délibérément parce que la Crimée est à nouveau russe, ou parce que d'autres petits territoires ne représentant qu'une partie infinitésimale du pays géographiquement le plus grand au monde s'y ajouteraient. Est-ce qu'ils seraient plus heureux quand l'Abkhazie, l'Ossétie, le Donbass rejoindront ce pays énorme? Il faut une fois revoir la carte de la Russie. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Je crois que la Chine a 4000 kilomètres de frontières communes uniquement avec la Russie. L'Union européenne était et est toujours un projet de paix. Il y a quelques années, elle était considérée comme cet argument de paix, une revendication de l'unification passée de l'Europe. Si on parlait, oui, mais la justification de l'Europe, c'est la paix, on disait, oui, mais la paix, on l'a, bon, passons à un autre sujet. Aujourd'hui, nous savons, ou nous devrions savoir mieux. En fait, l'Union européenne et l'OTAN sont plus logiques, plus logiques que jamais, plus justifiées, c'est un meilleur terme, plus justifiées que jamais. Il y a quelques années, le président français a déclaré que l'OTAN
était en état de mort cérébrale. Certains se souviendront de cette belle expression. C'était aussi un réflexe plutôt qu'une réflexion. Je pèse mes mots, hein. Certainement quand il s'agit d'un président français. J'ai déjà mentionné qu'il y a des forces à l'œuvre dans l'Union européenne elle-même qui émergent également ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, la démocratie est menacée non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Cela va même jusqu'à ce que certains dirigeants sympathisent avec l'ennemi et veuillent délibérément rester économiquement et énergétiquement encore plus dépendants de lui. C'est la réalité invraisemblable aujourd'hui, que certains pays veulent être dépendants de la Russie. Ils ne veulent pas d'une union de la défense au nom de la soi-disant paix. Autre réflexion, la primauté de la politique devrait être la primauté de la démocratie. Les années à venir ne concernent pas seulement la sécurité et l'économie, aussi importantes soient-elles, mais aussi les valeurs. L'une de ces valeurs publiques importantes est précisément la démocratie. Pour cela, d'ailleurs, d'autres valeurs, pas publiques, mais personnelles, sont indispensables, comme le respect de chaque être humain et de sa dignité, comme l'ouverture, le dialogue, la modération. Je suis dans un collège des jésuites, je peux citer Cicéron. Les quatre vertus dans la tradition chrétienne cardinaux, les quatre vertus, justitia, la justice, temperantia, la modération, la prudencia, la prudence, et la fortitudo, le courage. Mais j'aime ce mot de modération. Bien, il me manque aujourd'hui. Sans ce socle moral, il n'y aura pas de soutien durable aux libertés fondamentales. Il n'y aura pas de soutien durable à l'état de droit et à l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la confiance, je souligne à nouveau le mot confiance, la confiance, la foi dans des citoyens dans la démocratie est à un niveau assez bas. 20% de nos concitoyens vont même jusqu'à favoriser l'autoritarisme. Je n'invente rien. C'est une enquête de la RTBF, il y a quelques années, qui a donné ce chiffre. Je l'ai retrouvé encore avec des pourcentages plus élevés dans d'autres études qu'on vient de publier cette semaine. Donc 20% est une sous-évaluation et il en va de même que donc ce n'est pas uniquement des doutes sur le fonctionnement de la démocratie, c'est même une préférence pour l'autoritarisme. Cependant, ces mêmes sceptiques de la démocratie ne peuvent imaginer que dans un régime autoritaire, ils devront se taire sur les médias sociaux et qu'ils ne seront qu'obéissants. On doit qu'obéir à l'opposé de la société actuelle dans laquelle les citoyens de l'Union européenne et des États-Unis sont habitués à d'énormes libertés. Cette dépendance à la liberté et au débat me rassure quant à l'avenir à long terme de la démocratie, mais nous ne devons pas prendre de risques. Je n'ai aucun doute sur la volonté d'une majorité écrasante de nos concitoyens, qu'eux veulent continuer à s'exprimer librement, mais alors c'est en contradiction flagrante avec une opinion
une opinion, superficielle bien sûr, mais c'est aussi une opinion, que la démocratie peut être sacrifiée au profit d'un système plus autoritaire ou d'un homme fort, une femme forte, hein, d'un homme fort. La démocratie peut rester formelle, mais les cyberguerres, la guerre, disons dans le cyber, et la manipulation par la monopolisation du pouvoir numérique entre les mains de quelques individus ou acteurs étatiques érodent le système. On a eu des concentrations de pouvoir aussi dans les démocraties politiques. Mais à aucun moment on a vu une telle concentration non seulement de richesse, mais de pouvoir économique et de pouvoir sociétal dans les mains non pas de quelques entreprises, hein, mais de quelques individus. Quand nous étions jeunes, il n'y a pas si longtemps, hein, quand nous étions jeunes, on parlait des multinationales et tout. Mais maintenant, je ne parle pas des multinationales, je parle d'individus qui ont ce pouvoir. Je crois que dans l'histoire du capitalisme et l'histoire de la démocratie politique, on n'a pas d'autres exemples de cette concentration de pouvoir. Nos démocraties doivent être défendues contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Mais les démocraties ont également besoin de politiques efficaces en matière de sécurité, de pouvoir d'achat pour tous, d'immigration illégale et de changement climatique. Les résultats finiront par convaincre les citoyens de la valeur ajoutée des démocraties. C'est l'Europe des résultats. Il y a l'Europe des valeurs. Bien sûr, mais on doit aussi, d'une certaine manière, incarner ces valeurs et les traduire dans les résultats de politique. Et donc, c'est l'Europe des résultats, ou la Belgique des résultats, qui peut convaincre, pas tout à fait, mais qui peut convaincre les citoyens de la valeur ajoutée de la démocratie. En Europe, nous avons trop longtemps vécu dans la croyance en l'harmonie à l'intérieur, à l'extérieur de nos frontières. Et c'est ces 70 ans de paix, d'État-providence, société de consommation, qui ont créé ce climat. Nous vivons aujourd'hui la fin de notre naïveté. Cette naïveté consistait à penser que ce qui était bon pour l'Union européenne l'était aussi pour le monde. Je veux dire par là que le commerce des uns avec les autres au sein de l'Union nous rendait dépendants les uns des autres et contrecarrait la tendance à la guerre. La première conséquence de la guerre, c'était l'appauvrissement. Et on croyait que les gens ne s'appauvrissent pas d'eux-mêmes. Et donc ils préféraient la paix. Mais nous ne vivons plus dans un monde harmonieux et rationnel. Une deuxième raison de la fin de notre naïveté est que certains pays ne respectent pas les règles du jeu. Ils subventionnent les exportations et les investissements ou imposent des droits de douane pour rendre les biens et les services importés plus chers que les leurs, non pas pour se protéger d'une concurrence déloyale, mais pour attaquer les autres. En Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous continuons à croire en l'ouverture des marchés tant qu'ils ne menacent pas notre sécurité et que chacun respecte les accords internationaux. Nous protégeons sans tomber dans le protectionnisme. Encore ici, c'est plus qu'un jeu de mots. Nos secteurs et activités stratégiques ne doivent pas tomber dans la main de pays qui ne sympathisent pas avec nos valeurs. L'autonomie stratégique, quand on se rend moins dépendant de certains acteurs mondiaux, cette autonomie stratégique, c'est aussi une forme de sécurité. Le rétablissement de la compétitivité est absolument indispensable pour gagner en autonomie stratégique. Pour être moins dépendant des autres, on doit avoir une économie compétitive. Nous, Européens, sommes à la traîne dans les domaines tels que les voitures électriques et l'intelligence artificielle. On vient d'avoir quelque chose de tout à fait spécial hier. Il y a une firme chinoise qui
qui est à la pointe maintenant, apparemment, de nouvelles techniques de l'intelligence artificielle, mais qui n'a pas besoin des moyens financiers que les Américains ont. On dit souvent, moi, en Europe, on est à la traîne parce qu'on n'a pas un marché des capitaux intégré, de sorte que ceux qui ont des idées ne peuvent pas faire appel à l'épargne pour financer en fait ces nouvelles entreprises ou renforcer les grandes entreprises pour mener cette guerre économique et cette guerre commerciale par rapport à la Chine et les États-Unis. Maintenant, une firme chinoise prouve qu'avec quelques millions de dollars au lieu de milliards de dollars, ils peuvent faire la concurrence à ces géants américains. Pourquoi pas nous autres? Qu'est-ce qui nous manque? C'est un choc. Nous devons rattraper notre retard. Notre politique climatique réussie en matière d'énergie renouvelable nous rendra beaucoup moins dépendants des importations de combustibles fossiles. Donc en fait, pour nous rendre moins dépendants de la Russie et d'autres parties du monde sur le plan des combustibles fossiles, pour être moins dépendants d'eux, on a besoin de renouvelables, on a besoin d'une politique climatique. La politique climatique sert l'autonomie stratégique. Nous sommes déjà largement et très rapidement affranchis du gaz russe. Nous devons devenir plus compétitifs sur les marchés mondiaux, non seulement en réduisant les coûts de l'énergie, un grand handicap, comme je viens de dire, par rapport aux États-Unis, mais aussi nous devons être beaucoup plus performants en innovant et en créant de grandes entreprises européennes puissantes. L'échelle est importante à l'échelle mondiale. Ici aussi, c'est plus qu'un jeu de mots. Nous devons créer une véritable Union européenne des marchés des capitaux. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante, comme je viens de le dire, afin de fournir aussi aux jeunes entreprises des fonds suffisants en temps voulu. C'est l'ancien Premier ministre italien, et il est surtout connu comme l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui a confirmé en fait dans son rapport qu'il vient de publier il y a quelques mois ce que nous savions déjà en grande partie, mais lui en donnant un caractère d'urgence. Est-ce qu'on a vécu encore ces périodes-là dans le passé? Oui. Dans les années 70, la communauté européenne de l'époque était également à la traîne par rapport aux États-Unis. On parlait alors de l'eurosclérose. Certains se souviendront du fameux livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi américain. Il démontrait que nous étions à la traîne, que nous avons un délai, que nous sommes battus sur pas mal de plans par les États-Unis. On a une réponse, c'est le marché unique de Jacques Delors, qui a donné un nouvel essor à l'économie européenne. Aujourd'hui, nous avons moins de temps pour rattraper notre retard que là, on a été à la traîne pendant plus de 10 ans, 10-15 ans. On a moins de temps aujourd'hui. Ce temps-là, d'avoir le temps, est révolu. Le rapport Draghi est un long plaidoyer pour plus d'Europe, pas moins d'Europe, pour un miracle économique européen. Un Wirtschaftswunder, comme disent nos amis allemands. En bref, nous devons devenir beaucoup plus autonomes et donc moins dépendants de la sécurité militaire, dans le domaine de la sécurité militaire, dans le domaine de la nourriture, de l'énergie, des batteries, du lithium, des chips, des puces, de l'intelligence artificielle, de l'immigration illégale. Cette plus grande souveraineté européenne n'est pas une fin en soi, mais un moyen de soutenir les modèles sociaux européens et nos démocraties. Nous ne voulons pas rendre l'Europe à nouveau grande, make Europe great again, mais nous ne voulons pas non plus devenir plus petits. C'est aussi une ambition. Rien de tout cela ne sera réalisé à court terme. Il faut l'ancrer dans une perspective à long terme.
Le court-termisme est typique de l'état d'esprit de trop de personnes dans nos sociétés de consommation, dans nos démocraties et dans certains secteurs de l'économie. L'autosatisfaction, la suffisance, nous sommes bons et nous resterons bons. Cette suffisance est une autre cause du court-termisme. Certains secteurs de l'industrie européenne, surtout dans le secteur de l'automobile, ont raté le train de la révolution numérique et sont aujourd'hui condamnés à rattraper leur retard. Ils se croyaient imbattables. Ils le sont. Ils le sont. En outre, de nombreux partis politiques sont souvent devenus trop petits pour prendre les grands risques politiques et électoraux nécessaires à des projets tournés vers l'avenir. Mais nous ne devrions pas souffrir à la fois d'un déficit démocratique et d'un déficit de leadership. La politique climatique est précisément axée sur le long terme, même si nous constatons déjà maintenant les conséquences très négatives du changement climatique dans le monde entier. Bien sûr, c'est le long terme, mais le long terme a déjà commencé. Mais en même temps, nous voyons que le pacte vert, le Green Deal de l'Union européenne est remis en question à la lumière de la situation économique plus difficile, en particulier en Allemagne. La compétitivité, mais là, la compétitivité au sens strict du terme, l'emporte sur les objectifs climatiques, en tout cas dans le discours de plus en plus politique. Le paradoxe est que la primauté de l'économie revient ici, quand on compare l'économie par rapport au climat. Toutefois, il devait toujours être possible d'adapter le pacte vert et de modifier des plans existants, mais l'orientation à long terme doit être maintenue. C'est un moment de leadership. C'est un moment de leadership. Les temps ont changé. Il n'y a plus de dizaines de milliers de jeunes gens dans les rues des villes européennes. Il y a maintenant une sorte de scepticisme climatique, pas par rapport au phénomène, mais par rapport aux mesures. S'il y a des mesures prises, ils sont hautement impopulaires. On voit toujours quelqu'un qui ne paye pas et lui est la victime qui paye. Le résultat peut être un blocage sur le plan de la politique climatique. Non seulement ce sera dommage, ça pourrait être même dangereux. Une vision à long terme de l'Union européenne implique également d'opter résolument pour l'élargissement de l'Union. Certains parmi les 27 n'ont pas une vision d'ensemble, une vision de l'Europe en tant que continent de paix et de démocratie, un continent de valeurs. En Ukraine, on se bat pour nos valeurs. Ça a été dit à maintes reprises, mais c'est le cas. Et eux se battent et se tuent, ils meurent pour ces valeurs. Et on leur dirait, non, vous voulez rejoindre l'Union européenne, est-ce que vous avez rempli toutes les conditions, est-ce que vous avez fait votre devoir, votre homework, et si ce n'est pas le cas, vous êtes mort, hein, vous vous êtes battu, non, mais rejoindre l'Union européenne, ce sera pour plus tard. C'est impensable. Impensable. Avec la Russie, nous sommes en train de procéder à un découplage presque total. Qu'est-ce qu'on a encore en commun avec les Russes? Avec la Chine, nous réduisons les risques, nous équilibrons nos intérêts économiques et nos intérêts de sécurité. La Chine, c'est le dogme officiel de l'Union européenne, est un partenaire, un concurrent et un rival systémique. La Chine est également devenue l'ami sans frontières, autoproclamé de la Russie. Déclaration un mois avant l'invasion russe. A friendship without limits. Moi, je n'ai pas d'amis sans limite. Mais ici, dans ce cas, l'ami est la Russie, et c'est notre ennemi. Cela
tout cela a radicalement changé la relation entre la Chine et l'Union européenne. En tant qu'Européens, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur notre propre continent. C'est pourquoi nous devons former des alliances mondiales. Je pourrais parler ici amplement de l'Afrique avec ses richesses minérales incommensurables et son grand potentiel de migration vers l'Europe et certainement l'Union européenne en raison de la gigantesque explosion démographique. L'Afrique compte aujourd'hui 1,2 million d'habitants. 1 milliard. Elle comptera 4 milliards d'habitants en fin de siècle. La Chine passerait de 1,3 milliard à 750 millions. L'Inde augmentera encore, mais pas d'une façon très spectaculaire. Mais très spectaculaire, avec 1,5 milliard, c'est déjà spectaculaire en soi. Mais l'Afrique, c'est une explosion tout à fait à l'encontre de l'implosion démographique, non seulement en Europe, mais aussi en Chine, au Japon, en Corée, en Russie et d'autres. Mais pour l'Afrique, ce continent et l'Europe sont séparés par pas quelques dizaines de kilomètres, mais par quelques kilomètres. La côte africaine, on peut voir l'Europe. On peut voir Lampedusa, on peut même voir, si c'est clair, l'île de Malte. Il y a aussi certaines îles, même les Canaries, qui ne sont pas loin de la côte africaine. Donc c'est notre continent voisin, qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup. 4 milliards. Et donc, c'est un des plus grands défis pour l'Union européenne, c'est un des plus grands défis aussi, bien sûr, pour l'Afrique elle-même. Parce que donner un niveau de vie convenable à 4 fois plus de gens qu'aujourd'hui, qui sont déjà très pauvres, c'est plus qu'un défi. Le long terme a également une dimension démographique, comme je viens de dire. Plus nous sommes économiquement productifs, moins nous avons besoin de main-d'œuvre immigrée, ce qui compense la baisse des taux de natalité. L'augmentation de la productivité est liée aux politiques économiques et industrielles. Au cours des 20 dernières années, le produit par heure de travail, donc la productivité, a augmenté 2 fois plus aux États-Unis qu'ici. Pourquoi? La révolution numérique n'était pas encore assez révolutionnaire en Europe. Un autre argument plaide en faveur d'une croissance plus forte de la productivité, c'est la dette publique de nombreux pays occidentaux, je viens de dire, y compris des États-Unis. Le vieillissement de la population et l'augmentation des coûts de la protection sociale et des soins de santé exerceront une forte pression à la hausse sur les dépenses publiques au cours des prochaines décennies. C'est un problème pour l'ensemble du monde occidental, c'est même un problème pour la Chine, qui est un pays aussi endetté et un pays avec une implosion démographique. Mais réglons nos problèmes et pas ceux de la Chine. Le renforcement de la coopération et de l'intégration européenne ne résoudra pas tous nos problèmes, mais sans lui, il n'y a pas d'avenir. Sans cette plus grande coopération et intégration européenne. Le slogan « Plus d'Europe, more Europe » est parfois attribué aux élites politiques, alors que la population serait plus eurosceptique. C'est peut-être l'inverse qui est vrai. Une nouvelle enquête Eurobaromètre montre que la confiance dans l'Union européenne est à son plus haut niveau depuis 2007, depuis la crise financière. 51% des personnes interrogées déclarant qu'elles ont tendance à lui faire confiance. Un vote pour un parti eurosceptique ne signifie pas que les électeurs approuvent le programme du parti dans son ensemble. Ce n'est pas parce que le parti est eurosceptique que les électeurs le sont. C'est comme j'étais dans les années 60 une fois en France, il y avait une conversation dans un café français, typiquement une discussion française, il y avait un type qui disait «
il y a 5 millions de voix pour le Parti communiste. Et l'autre disait, il n'y a pas 5 millions de communistes. Donc, ce n'est pas parce que le programme officiel... En Belgique, on dit souvent, on vote pour des partis séparatistes, mais le public n'est pas forcément séparatiste. Le vote est quelque chose de tout à fait curieux. Et le négatif est souvent une raison pour voter pour un parti plutôt que le positif. Mesdames et messieurs, j'approche la fin. Les 5 prochaines années seront passionnantes pour l'Union européenne et ses États membres, car les 2 plus grands pays sont devenus moins stables sur le plan politique. Cela rend la coopération entre la France et l'Allemagne difficile. Et l'Union européenne a toujours bénéficié du moteur franco-allemand, en particulier sur les questions socio-économiques ou en matière de politique étrangère. Si la France et l'Allemagne font défaut, est-ce que la Commission peut les remplacer? La Commission européenne ne peut pas assumer pleinement ce rôle, car elle ne peut que faire des propositions. Et les grandes décisions reviennent au Conseil européen des 27 chefs d'État et de gouvernement. Ces décisions seront nécessaires pour continuer à soutenir l'Ukraine, pour mettre en place une politique industrielle européenne, pour faire face à la concurrence déloyale et loyale des États-Unis et de la Chine, pour lutter contre le changement climatique. Le changement de régime aux États-Unis accroît la pression sur l'Union européenne. Et les pays de l'Union ne pourront jamais gagner ces batailles seuls. Nous avons besoin de beaucoup plus de coopération et d'intégration européenne. Je répète, pas moins de coopération. Tout cela ne signifie pas que rien ne s'est passé dans l'Union européenne pour atteindre tous ces objectifs mentionnés dans ce petit discours. Bien au contraire, un certain nombre de réformes sont en cours, d'autres sont en préparation. Nous savons ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un problème intellectuel. Les idées ne manquent pas. Nous avons besoin de l'Europe des résultats. Nous avons besoin de beaucoup de leadership. Nous devons aussi nous préparer à l'éventualité d'évolutions imprévues qui nécessiteront une réponse unie et une réponse forte. Je pense bien sûr aussi au changement de pouvoir aux États-Unis, qui est en fait un changement de régime, et à toutes les implications pour la guerre qu'elle peut avoir, la guerre en Ukraine. Une guerre qui, pour l'Union, n'est pas une guerre comme une autre, c'est une guerre existentielle. Il est possible qu'à l'avenir, nous réagissions de manière plus unie et plus forte qu'on ne le craint, comme nous l'avons fait de manière surprenante pendant la pandémie et après l'invasion russe. On a réagi d'une façon unie et forte. L'Union a surpris beaucoup de monde dans sa jeune histoire et dans le passé récent. Nous nous sommes surpris nous-mêmes. Voilà mes tout derniers mots, même après certaines digressions qui sont un petit peu négatives, je reste pour ma part, basé sur l'expérience et basé sur le passé, je reste un homme d'espoir. Nous avons désespérément besoin d'espoir. Je m'excuse pour ce jeu de mots. L'espoir est un verbe, c'est comme l'amour, c'est un verbe. Nous devons créer notre propre espoir. Ce n'est pas un concept passif, mais un concept actif. L'espoir est le contraire de la peur. Il est l'expression de la vitalité et de la vie. Ça sent très chrétien. Merci beaucoup. Surtout la bouteille peut disparaître pour les photos. Donc il y a quelques semaines, c'était M. Marc Eskens qui était là. Quelques semaines plus tard, c'était le pape qui était assis à cet endroit. Il y avait une autre chaise pour lui quand même, parce que le Vatican avait demandé qu'il y ait quand même une chaise un peu différente. Et donc on avait trouvé une chaise, mais pas un trône. Et donc ici, nous sommes redescendus au modèle clair de l'auditoire. Mais je pense que vous avez
en particulier dans les dernières phrases, dans les derniers mots, situer exactement le propos. Tout ça, c'était pour arriver à une activité, à une espérance et à un espoir et à espérer, et qui pouvait même être chrétien, ce qui était le sommet. Alors, vous savez qu'il y a un jubilé de l'an 2025 et pèlerin de l'espérance, et donc ça nous donne le projet dans lequel nous pouvons entrer. Mais peut-être que l'un ou l'autre a une question à poser à M. Van Rompuy. Oui. Levez-vous et parlez à haute et intelligible voix, s'il vous plaît. Ben, c'est mieux. Il va vous donner un petit micro en main, Corentin. Non, c'est pour la captation. Ah, merci. Bonjour, M. Van Rompuy. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué. C'était très intéressant. Je voudrais quand même vous poser une question, parce que vous avez dit tout au début que nous étions un peu pris entre deux feux, entre les États-Unis et la Chine, du point de vue économique. Alors, ma question est la suivante, puisque le président Trump veut imposer des taxes à l'Union européenne pour tous les produits que nous exportons, est-ce que nous ne pourrions pas, dans un premier temps, nous rabibocher avec la Russie et acheter son gaz russe et son pétrole russe? Parce que ça nous permettrait à notre économie de redécoller. Je pense que vous allez me dire non, mais enfin bon. Non, j'ai déjà dit non. Parce que j'ai expliqué pourquoi l'économie n'est pas déterminante. L'économie est en tout, mais heureusement, tout n'est pas économique. Ici, notre sécurité vaut mieux que renforcer encore davantage la dépendance qu'on avait avec la Russie. Dépendance de la Russie et certainement de l'énergie russe. Donc, tout mon discours est de l'inverse de votre suggestion. Mais je ne vous en veux pas, hein, donc D'accord. je le signale seulement. Oui. Alors j'ai une deuxième. Je ne vais pas trop parler parce que je vais laisser parler les autres gens. J'ai une deuxième chose à vous demander parce que tous les médias nous font peur, disant que la Russie va attaquer, vont venir par ici, etc. De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils viennent faire par ici? Surtout en Belgique. Nous n'avons rien, ils ont tout. Ils ont toutes les matières premières et tout. Ils ne vont jamais venir ici. Les Ukrainiens le pensaient aussi. Les Ukrainiens pensaient qu'est-ce qui peut nous arriver, ils ne sont pas si stupides que ça. Hein. Parce que le but n'était pas de conquérir l'Est de l'Ukraine qu'ils avaient déjà sous contrôle, hein, avec des soi-disant volontaires, russophones et autres. Mais donc ils voulaient conquérir l'Ukraine en tant que pays. Ils croyaient qu'en une semaine, ils seront à Kiev, ils les installeront une présidence qui était beaucoup plus accommodante, style des pays communistes de l'Est pendant 40 ans. Et donc ça a été un échec cuisant. Mais nos amis ukrainiens et nous autres non plus, nous disions, non, ils ne sont pas si stupides que ça. Heureusement, les Ukrainiens ont résisté et en fait, après une semaine, après 15 jours, ils se sont en fait retirés dans l'est de l'Ukraine pour consolider les positions, je répète, qu'ils avaient en fait déjà. Mais ici en Belgique, on peut, comme de bons égoïstes, dire on n'est pas menacé, donc on s'en fout. Non, mais je vais aller au bout du raisonnement. Nos amis des États baltiques, les Lituaniens, de l'Estonie, de la Lettonie, ont peur. En Suède, ils ont réinstauré comment on dit en français? Non, Dienstplicht, le service militaire. Ils ont réintroduit le service militaire. En Finlande, qui ont eu une frontière de 1000 km avec la Russie, je peux vous assurer, ils ont peur. Je ne parle pas des Polonais, qui ont une histoire très longue avec la Russie. À un moment donné, la Pologne n'existait plus pendant 150 ans, n'existait plus. Ils s'étaient occupés par l'empire d'Habsbourg, ils étaient occupés par la Prussie et en grande partie par la Russie. Et donc, l'histoire pour eux n'a pas disparu. Nous autres, nous vivons
comme on n'a pas d'histoire. L'histoire commence avec notre naissance. Certains me disent encore plus, mais je ne vais pas employer cette expression-là. Mais donc, on vit comme des êtres ahistoriques. Ce n'est pas le cas dans ces pays-là. Ils ont une très longue histoire avec la Russie. Et je répète les mots de Paul-Henri Spaak à la tribune de l'ONU en 1946-47. Nous avons peur. Eux ont peur, et parce qu'eux ont peur, et eux appartiennent aussi à l'Union européenne, toute l'Union européenne a peur. Et donc, bien sûr, on peut, comme je viens de le dire, on est bien ici à Bruxelles, on ne craint rien, on peut être bombardé parce qu'il y a le quartier général de l'OTAN ici, hein, mais pour le reste on est sauf. On est sauf, hein. Hein? Oui, vous le dites, mais j'espère que vous avez raison. La seule explication, ma seule réponse, c'est que la Belgique est une partie de l'Union européenne et une grande partie de l'Union européenne se sent à juste titre menacée. Donc, moi, je me sens aussi menacé. Bonsoir, Monsieur Van Rompuy. Oui, excusez-moi, je n'arrive pas à me lever parce que je suis un peu encombrée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Je vais l'essayer alors. Oui. Et merci beaucoup encore de votre exposé, comment dire, peut-être pas tout à fait tranquillisant, mais réaliste, hein, bien sûr. Donc, je comprends tout à fait en fait, votre exposé, votre explication des défis de l'Union européenne dans le monde rendent les conclusions que vous avez tirées très, très claires et très compréhensibles. Et toutefois, je ne peux pas rester sans m'interroger et sans vraiment poser des questions face aux devoirs de l'Union européenne et à ses devoirs par rapport à son propre traité fondateur. Parce que, comme vous le savez, le titre 5 du traité sur l'Union européenne cite exactement que l'action de l'Union européenne sur la scène internationale vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Alors, par exemple, par rapport au concept de l'autorité stratégique que vous avez si bien décrit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui par la création d'un nombre de partenariats économiques avec d'autres régions du monde, et notamment l'Afrique et l'Amérique latine, etc. Eh bien, ces partenariats stratégiques ne sont pas du tout basés sur la solidarité, ne visent pas du tout à réaliser l'égalité en Afrique, par exemple, ou à créer des meilleures conditions de vie pour leur population, mais finissent par bénéficier un certain nombre de grandes entreprises européennes. Alors, face à ces contrastes, je reste un peu perplexe et j'aimerais qu'on trouve une réponse à la question de comment alors concilier ces exigences que vous avez expliquées avec les devoirs fondés sur les traités fondateurs de l'Union européenne. Merci. Voilà, vous faites bien de rappeler les grandes valeurs qu'on défend et pour lesquelles on ne se bat pas nécessairement avec des moyens militaires, mais qu'on se bat sur le plan diplomatique et politique. Ce sont de grands principes. On met la barre très haut. La vie est souvent un compromis, un équilibre entre l'idéalisme éthique et le réalisme sociétal et politique. Ça ne justifie pas qu'on abandonne ses valeurs et ses principes, mais la vie est faite comme ça, qu'à un moment donné, on doit aussi choisir entre deux mots. In het Nederlands tussen twee kwalen. Hein? Entre deux mots, c'est aussi le texte. Bon, ok. Si on veut se débarrasser
du gaz et du pétrole russe, on doit bien sûr continuer à vivre et on doit trouver de nouveaux fournisseurs. Il se peut que certains de ces fournisseurs ne respectent pas les droits de l'homme et les principes démocratiques. Mais là, le choix entre la Russie qui nous attaque, qui nous menace, et un autre fournisseur qui n'est pas parfait, mais alors le choix est vite fait. Et donc c'est un choix continu. C'est un choix continu. Vous avez employé, que j'ai dressé un bilan réaliste. Eh bien, le réalisme s'impose aussi dans certains choix, certainement dans une période qu'on la vit aujourd'hui. C'est une réponse, et ce n'est pas une réponse, mais c'est quand même une réflexion qu'on doit faire. Donc il y a dans l'éthique ce choix toujours très difficile. Et ensuite, il ne faut pas aller en dessous de ce qu'on appelle un minimum éthique. Mais là aussi, c'est sujet à discussion. Où est ce niveau du minimum éthique? Alors, ma troisième élément de réponse est celle-ci, même par rapport à l'Afrique. Vous savez, qui est le plus grand fournisseur d'aide humanitaire et d'aide au développement de l'Afrique? C'est l'Union européenne et ses États membres. Plus de 50% de tout ce qu'il y a comme aide vient de l'Union européenne. On a avec un certain nombre, j'ai oublié le nombre exact, mais il se peut que ce soit une trentaine de pays africains, des accords de libre-échange de sorte qu'ils peuvent importer à zéro tarif, un tarif zéro, l'Union européenne. On le dit souvent pas trop haut pour ne pas susciter ici des réactions. On est un partenaire commercial avec eux à des conditions très avantageuses. Et surtout, on est dans le secteur de l'enseignement, le secteur de la santé, le pays, le continent qui les aide le plus. Ce n'est pas le cas pour la Russie, croyez-moi. Ce n'est pas le cas pour la Chine, croyez-moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des entreprises, même des entreprises européennes, qui ne respectent pas toutes les grandes valeurs que vous avez citées. Mais quand je compare notre attitude, notre approche, et quand je les compare avec d'autres acteurs mondiaux, je ne dis pas qu'on est exemplaires, mais je voudrais qu'eux fassent le 10e de ce qu'on fait pour aider les gens. J'ai visité la moitié des pays africains. Et quand je vois le travail que font nos compatriotes dans le sens européen sur le terrain, eh bien c'est assez exemplaire. C'est assez exemplaire. Je donne l'exemple de la région qui est maintenant en crise, la zone du nord-est du Congo, avec tout ce qui se fait quant à la bataille pour les matières premières, avec le Rwanda, avec les Chinois qui sont installés déjà, avec d'autres. Un ami à moi, l'ancien ministre Morales, a fondé une clinique dans cette région. Il fait des opérations, il opère là. Il a créé quelque chose de nouveau pour les gens, les simples Congolais. Il y a des millions de gens qui ont été tués et qui sont morts dans cette région. Il a pris cette initiative-là. J'ai vu il y a encore un an un type de chez nous, un entrepreneur belge, un chocolatier. Eh bien, il a créé une entreprise de chocolat sur, disons, les pentes du Virunga, dans cette région fort menacée du Congo. Eh bien, quand je les vois, quand je les entends, je suis fier. Il n'y a aucun Chinois là. Il n'y a aucun Russe là. Ils sont là pour autre chose.
Donc de temps à autre, on peut être fier de ce que l'on fait. On n'est pas parfait, mais on fait de très belles choses encore aujourd'hui dans l'Afrique. On n'est pas souvent, toujours rémunéré et on ne reçoit pas toujours la reconnaissance, c'est le cas. Il y a toute une campagne maintenant animée par les Russes et les Chinois contre les anciens colonisateurs. La Belgique a déjà quitté le Congo quand ça, il y a bientôt 60 ans. Moi, j'ai encore vécu en 57 et en 58 à Léopoldville, à Kinshasa, avant l'indépendance. Donc, on sait ce que c'était, on sait ce que c'est maintenant, et aucun reproche. Mais on ne peut pas continuer à reprocher ce qu'on a fait après bientôt un siècle. Donc, beaucoup d'Européens font de bon travail en Afrique, mais je suis toujours prêt à écouter, et je connais même moi-même les exemples de ce qui ne va pas de notre côté. Mais à nouveau, pour la 5e fois, quand je compare notre attitude par rapport aux autres, eh bien, pour une fois, on peut être exemplaire. Bonjour, Monsieur le Président. Le micro, c'est uniquement pour l'enregistrement, c'est pas pour la sono. Ok. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, je voudrais vous parler de l'économie russe. Nous étions le principal client, l'un des meilleurs clients d'ailleurs, de la Russie qui a choisi d'attaquer l'Ukraine. Et donc, il y a eu des conséquences forcément pour la Russie. La Russie s'est tournée vers un autre client. La Chine a été obligée de baisser ses prix. Et la Chine étant un partenaire aussi commercial, il y a un système de troc pour l'achat du pétrole ou du gaz. Et donc, chaque fois que la Chine produit quelque chose et qu'il y a une mauvaise série, il envoie à la Russie. Il y a des conséquences forcément sur l'économie de la Russie de la guerre en Ukraine suite aux sanctions. Donc, ils ont des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale de Russie à 20%. Les prêts sont à 30%. L'inflation est à 9%. Ils sont en économie de guerre. Vous, que pensez-vous, si vous pouvez faire des pronostics, sur le futur de l'économie russe? Oui. En 2 minutes, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez donné une bonne description de ce qui se passe en Russie, et c'est peu ou pas suffisamment connu en Europe. Il y a une inflation quasi galopante, il y a des taux d'intérêt faramineux, on parle même des taux d'intérêt de plus de 30%. Bien sûr, l'inflation y est aussi pour quelque chose, mais l'économie russe, avant la guerre, n'était pas une économie moderne. Il faisait 3% du produit mondial, du produit intérieur mondial, de la production mondiale, pour employer ce mot-là. C'est-à-dire que la Russie, avec ses 145 millions d'habitants, dans le temps de l'Union soviétique, ils étaient 100 millions de plus. Avec ces 145 millions d'habitants, ils ont une économie aussi grande que le Benelux, avec 30 millions. Ou une économie qui se compare à l'Espagne. Ce n'est pas un pouvoir économique mondial. Ce n'est pas un pouvoir économique. La moitié de sa production, c'était les gaz et le pétrole. C'est-à-dire, c'est un accident de l'histoire et un accident géographique que ces gisements se trouvent sur leur territoire à eux. Ce n'était pas une économie moderne. Donc, quand j'étais président du Conseil européen, notre interlocuteur, c'était le président Medvedev, qui maintenant utilise un langage invraisemblable. Donc, il menace avec une guerre nucléaire et tout ça. À ce moment-là, c'était le gendre idéal. On se parlait Dimitri, Herman, etc. Il faisait partie du club. La Russie était membre du G8, avec les Américains, les Canadiens, les Européens, les Japonais, etc. Donc, ils étaient... Et on avait un programme qui s'appelait le programme de modernisation de l'économie russe. Ce n'était pas un hasard, parce qu'il fallait moderniser. Je n'ai jamais entendu dire que la Belgique avait
besoin d'un comité de modernisation de l'économie belge. Hein. On est moderne. On n'est pas encore suffisamment compétitif, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas moderne. Donc il y avait un problème avant l'invasion russe, avant l'invasion en Ukraine, et il y a bien sûr un problème gigantesque maintenant, parce qu'une économie de guerre, ça, c'est quelque chose de tout à fait différent d'une période de paix. La réaction de la population, elle se fera un jour. Elle se fera un jour. C'est écrit dans les astres. Bien sûr, la Russie a une plus grande capacité de souffrir, comme on dit, que nous autres. Mais ce jour viendra. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique, à un moment donné, qui était là pour des siècles à venir, on croyait que c'était un système qui était là pour toujours, je ne dis pas pour l'éternité, mais en tout cas, personne ne s'imaginait que ce système pouvait disparaître. À un moment donné, il a disparu sans combat, sans qu'il y ait du sang qui a été versé. L'Union soviétique n'existe plus. Le communisme n'existe plus. Il n'existe même plus. En Chine, il existe le Parti communiste, ça c'est autre chose. Mais le communisme en tant que tel n'existe nulle part. Et certainement pas dans le pays fondateur, l'Union soviétique. Et donc tout ça s'est passé en quelques mois, en quelques semaines. Je ne dis pas que ça va se produire en Russie. Mais ce problème économique, il y a un jour, il y aura un prix social, il y aura un prix politique. Donc on verra. On vivra encore suffisamment longtemps pour voir le résultat de tout ça. Madame, il y a madame là-bas. Ça va être la dernière question, alors après, on sera dans les temps. Bonsoir à tous, Monsieur Van Rompuy. Bonsoir. Il faut descendre plus bas parce qu'on ne vous entend pas là. Je vais hausser le ton. Ah oui, ça va. Je pratique l'art oratoire de temps à autre, donc je peux me permettre. Monsieur Van Rompuy, bonsoir. Voilà maintenant, je pense, 15 années que nous nous retrouvons. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans les couloirs de l'UCL. Il ne faut pas révéler tout. Hein, Vous dites ? J'ai pas entendu. Ah non, certainement pas. Mais j'ai quand même une photo. J'ai quand même une photo à l'appui qui pourrait en attester. Mais toujours est-il qu'à cette époque-là, je vous avais posé la question de savoir s'il n'était pas temps pour l'Union européenne, éventuellement, d'avoir une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Précisément parce que je me posais la question de savoir est-ce que l'Union européenne est capable, parce que vous terminiez sur ces mots, de parler d'une façon unie et forte. Les derniers événements qui bousculent un peu notre univers, entre guillemets, ou notre monde, sont révélateurs, je pense, d'un manque précisément d'unité et de force. Et c'est peut-être là-dessus que je voulais revenir, même si j'aurais tant aimé m'entretenir avec vous tous sur la question de l'Afrique, qui pour ma part ne peut être traitée en 5 minutes, et sur la question notamment des relations Europe-Afrique. Je préfère laisser ce point-là de côté et me concentrer sur l'Union européenne parce que c'est le sujet de ce soir. Et donc revenir avec vous sur tout d'abord votre introduction qui était le fait qu'au départ l'Union européenne d'une certaine manière s'est lancée dans cette épopée avec à l'esprit l'union économique ou le fait de, et je pense que c'était les mots de Schuman, qui était de faire en sorte de créer des interactions économiques afin précisément, d'une certaine manière, j'utilise souvent l'image du mariage. Lorsqu'un homme et une femme font un bébé, ce bébé nécessite que tous les deux le guident, l'éduquent et le fassent évoluer. Donc ça crée d'une certaine manière une union dont il n'est plus possible de se retirer. Indépendamment des questions de divorce ou autres, l'enfant est là et il faut s'en occuper. Et donc, cette intégration économique avait pour objectif une intégration politique. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Et
peut-être que cette guerre en Ukraine n'est peut-être pas la cause de ce qui se passe aujourd'hui, mais bien simplement révélatrice de faiblesses intra-européennes. Et tout à l'heure, vous mentionniez, en terminant plus ou moins votre allocution, vous terminiez sur, ou en tout cas vous avez abordé la question des valeurs de l'Union européenne qui ont été rappelées par Madame, je pense. Est-ce que ces valeurs sont véritablement partagées par tous les membres de l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce que ces valeurs sont véritablement partagées par tous les États occidentaux? C'est un point d'interrogation qui mérite d'être placé, je pense, parce que quand on voit les États-Unis prendre position comme... Oui, je suis désolée. Je suis juriste et avocate, je suis désolée. C'est plus fort que moi. Mais l'idée étant peut-être de se pencher un peu plus sur nous et de se poser la question de ce que l'on peut faire mieux pour nous-mêmes et pas uniquement en réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que nous aurions véritablement à y gagner. Je vous remercie. Merci. Eh bien, je prends la toute dernière partie de votre exposé. Et je l'ai dit d'ailleurs, le partage de valeurs avec les États-Unis, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont des doutes. Est-ce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs? Dans le temps du président Obama, du président Biden, il n'y avait aucun souci. On était tous dans le même camp. On avait tous les mêmes ennemis aussi. Donc, j'ai posé ce problème. À l'intérieur de l'Union européenne, bien, sans hésitation, je dis la plus grande partie des États membres partagent les mêmes valeurs. Ce n'est pas parce que la Hongrie, un pays de 10 millions d'habitants, représentant 2% de la totalité de la population de l'Union européenne, 10 millions sur 450 millions, et qui de temps en temps rouspètent et qui, à l'intérieur de leur pays, bien sûr, menacent l'état de droit et la démocratie politique. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques-uns qui manquent dans cette défense fort unie des valeurs démocratiques et de l'état de droit que l'Europe est divisée. Bien sûr, quand on est avec 450 millions et 27 États, que tout le monde n'est pas toujours d'accord, il n'y a pas de plus normal que ça. Donc ce n'est pas tellement grave. D'ailleurs, il se peut qu'en Hongrie, les élections prochaines, il y a un changement de régime ou un changement de parti, mais changement de parti, ça peut, en Hongrie, c'est un changement de régime. Et donc, on dit facilement, l'Union est divisée parce qu'il y a un ou un demi ou deux qui manquent. Donc, il faut garder le sens des proportions. Il faut garder le sens des proportions. Et en démocratie, bien sûr, en Chine, ils sont unis, oui, c'est vrai, ils sont unis. Mais ça, c'est l'avantage du totalitarisme. Ils sont unis jusqu'à ce qu'ils disparaissent. C'était le cas de l'Union soviétique. Donc, il faut bien mesurer les mots quand est-ce qu'on est uni ou pas uni. Troisième ou quatrième réflexion, il faut davantage d'Europe, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais là aussi, l'Europe, ça progresse d'une façon graduelle, souvent lente, mais quand même assez spectaculaire. On a commencé il y a 70 ans avec 6 pays. Les 3 pays du Benelux, l'Allemagne occidentale, une partie de l'Allemagne, l'Italie et la France. Si on avait dit en 1950, écoute, vous êtes maintenant à 6, un jour vous serez à 28, parce qu'on a été à un moment donné à 28, et la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie feront partie de l'Union européenne. Ils vous auront déclaré fou. C'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien, on l'a fait. Si on avait dit, il y a même 20 ans, écoute, le Deutschmark, le franc français, le florin hollandais n'existeront plus. Il n'y aura qu'une monnaie européenne. Vous aurez déclaré fou. Donc, on a fait des problèmes, des pas gigantesques, à la lumière de l'histoire. Pas à la lumière de ce qu'on lit chaque jour dans les journaux.
Mais à la lumière de l'histoire, on a fait des pas gigantesques. Même dans les grandes crises, la zone euro que j'ai vécue, eh bien, on s'est battu pendant 2 ans. Les marchés financiers, à un moment donné, disaient, le problème n'est pas, disons, la survie de la zone euro. Bien sûr, elle tombe, elle se disloquera, il n'y aura plus de zone euro. La seule question n'est pas là, la seule question est quand est-ce que ça se produira? Avant la Noël de 2012 ou après Noël 2012? On vient de vivre la Noël de 2024. À ce moment-là, moi j'ai dit, mes petits-enfants payeront en euros. J'espère que les petits-enfants de mes petits-enfants aussi payeront toujours en euros. Donc comment les choses bougent beaucoup plus qu'on le croit dans le bon sens. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, bien sûr, on doit encore faire plus que dans le passé. Et certainement, si quelque chose se passe dans le mauvais sens aux États-Unis par rapport à l'Ukraine. Mais on a fait on a acheté ensemble des armes, des munitions. On a accepté enfin, disons, la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On a libéré 500 milliards d'euros pour aider l'Ukraine dans cet effort de guerre et dans le budgétaire. On a reçu des millions d'Ukrainiens en Pologne, même chez nous, disons, pour qu'ils trouvent un refuge pendant cette période de guerre. Sur le plan et militaire, financier, humain et politique. Et ce n'est pas fini. On a aidé l'Ukraine à survivre et à résister. On dit, les derniers mois, la Russie est à l'assaut. La Russie, les choses évoluent dans un sens positif pour eux. Vous avez déjà écouté les nouvelles? Un village a été conquis. Un mois par après, encore un autre village. Par rapport à la superficie de la Russie et même la superficie de l'Ukraine, qui est un plus grand pays sur le continent européen, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La grande Russie, la grande puissance militaire, n'avance même pas, ou pratiquement pas, en Ukraine, qui a fait 3 fois d'habitants moins que la Russie et qui n'a pas cette force militaire qu'a la Russie. Donc, il y a beaucoup de choses qui valent la peine de soutenir en tant qu'unité. Nos amis anglais croyaient qu'après le Brexit, ils réglaient les affaires avec Paris, avec Berlin, comme dans le vieux temps, avant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou après. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les 27 sur la même longueur d'onde pendant 4 ans de négociations. Pendant 4 ans. M. Barnier, qui a fait un travail remarquable en tant que négociateur, eh bien, il a reçu un mandat, il a rempli ce mandat. On a dû conclure, enfin, les Britanniques ont dû conclure un accord avec nous sans qu'on ait touché à nos principes, entre autres les principes du marché unique. Donc, il y a aussi du positif, c'est la moindre chose qu'on puisse dire, dans l'histoire même récente de l'Union européenne. Ça n'empêche pas qu'on doit être encore beaucoup plus ambitieux, parce que le monde change dans le mauvais sens. C'est tout le sens de mon discours. Et donc, la seule conclusion est qu'on a besoin de plus d'Europe. Je n'ai pas besoin de Robert Schuman pour me le rappeler. Les circonstances nous poussent vers davantage d'intégration et de coopération. C'est un choix existentiel. Si on veut continuer, on doit avoir davantage d'Europe et s'élargir en tant que dans la composition même de l'Union européenne. Donc, c'est une des raisons pour que je ne l'ai pas suffisamment développé pendant mon discours, une des raisons pour que je reste quand même un homme d'espoir quand je regarde, disons, avec une perspective à plus long terme.
Et quand je regarde tout ça, avec cette histoire qu'on a vécue d'antan, l'histoire avant l'Europe et l'histoire depuis la création de l'Union européenne dans les années 50. Donc, ayez un petit peu plus de confiance. Il y a des arguments.